Bienvenue donc à tous et à toutes, adhérents, non-adhérents, psychologues du premier et du second degré, sans doute quelques médecins de l'éducation nationale, voire peut-être quelques inspecteurs de l'éducation nationale. Bienvenue aussi à ceux qui n'ont pas pu s'inscrire, un certain nombre de nos adhérents notamment, et je leur souhaite bienvenue parce que cette conférence sera ensuite rediffusée et tout le monde pourra y avoir accès. Et même si vous avez aujourd'hui des coupures, ne vous inquiétez pas, vous aurez la conférence en ligne de manière intégrale. Soyez quand même bienveillants à l'organisation de cette première. On ne maîtrise pas vraiment tout. La technique peut nous jouer de mauvais tours. On n'est pas des professionnels. Hein. Vous voyez, je regarde parfois l'écran, parfois un peu mes notes qui sont devant moi. Alors, merci vraiment de votre bienveillance. Et je vais peut-être disparaître. Je vais essayer de disparaître des écrans, mais pour partager mon propre écran. Et donc, c'est une petite action que nous avons appris. Voilà. Alors, j'espère que vous m'entendez bien. Je vais, lors des exposés des 4 conférencières que vous allez entendre, vous pouvez poser des questions à l'aide du bouton qui est ici, qui s'appelle « Questions ». Ce sont celles-ci qui seront reprises lors de la seconde partie, en fonction du temps qui va être disponible après les exposés. Nous ne reprendrons pas vraiment les échanges qui auront pu se faire entre vous au niveau des chats, qui sont ouverts ici dans les échanges entre participants. Si vous voulez agrandir également votre écran, vous pouvez le faire alors, à partir de la flèche qui est tout en haut à droite sur le chat. Alors, je reviens ici. Voilà, vous voyez, il faut apprendre ici la technique. Je pense que vous ne voyez pas ici mon diaporama. Voilà, je le remets ici à l'image. Vous allez voir, ça va apparaître. Un petit peu de temps. Alors, voilà, ça arrive. Voilà. Donc, vous voyez les petites lignes. La question, pour répondre aux questions, vous pouvez poser des questions en bas. Vous avez ici une zone. Donc, les chats sont réservés ici pour les participants. On les regardera quand même, mais c'est vraiment ici sur les questions. Et puis, si vous voulez agrandir votre écran, vous appuyez ici sur cette petite flèche. Voilà. Si vous voulez ne pas entendre le son des petits chats, vous appuyez ici sur la petite clochette si vous l'avez. Voilà. Je dois vous dire encore donc, que la réception peut dépendre aussi de la qualité de votre réseau Wi-Fi ou filaire. Plus vous avez d'appareils connectés, des ordinateurs, des imprimantes, parfois des téléviseurs, voire des congélateurs hein, qui sont connectés, pourquoi pas. Cela peut influer sur la qualité. Donc, si vous avez une mauvaise réception, débranchez un petit peu tous vos appareils, peut-être pas le congélateur. Quoi qu'il en soit, nous mettrons ensuite dans quelques jours l'enregistrement de cette conférence sur notre site. Permettez-moi quand même de dire quelques mots de présentation de l'association. Voilà. C'est une association professionnelle qui existe depuis 1962, donc qui existe depuis 60 ans et dont les germes existent depuis le premier poste créé en 1946. L'objectif de cette association, c'est de promouvoir les apports de la psychologie et la place des psychologues à l'école. C'est la raison pour laquelle elle s'est investie depuis les premiers jours de sa création à défendre la pleine reconnaissance statutaire des psychologues de l'éducation nationale, à ce qu'ils deviennent de vrais psychologues, et c'est ce qui a été obtenu en 2017 grâce à l'obtention du statut. L'AFPEN, elle est à l'image de ses adhérents quant à ses orientations théoriques. Elle n'en promet pas plus une que la profession ne le fait. J'y reviendrai plus tard. Elle est entièrement administrée par des bénévoles,
du psychologue de l'éducation nationale du premier degré. Elle regroupe à peu près 1000 adhérents aujourd'hui et elle est une belle représentation de la profession. L'originalité de notre association professionnelle, c'est d'être tout à la fois présente dans les départements, avec des délégués départementaux, et tout à la fois d'avoir une dimension nationale, avec un conseil d'administration de 27 membres qui sont élus par l'Assemblée générale et qui a lieu tous les 2 ans. Et je vous dis que le prochain congrès aura lieu à Toulon en septembre 2021. Cette dimension nationale nous permet de porter auprès des politiques les demandes de nos adhérents et de prendre part à la réflexion, voire intervenir sur les politiques publiques dans les sujets qui nous concernent. Enfin, un petit mot de notre revue Psychologie et Éducation, qui nous éditons dans le projet d'être un pont entre la pratique et la recherche. Vous verrez à la fin du webinaire, je vous ferai la présentation de notre revue et notamment de certaines revues thématiques qui vont nous intéresser ici. J'en viens à ce qui nous réunit aujourd'hui, à savoir la fermeture et réouverture des écoles. Depuis le début de cette crise sanitaire sans précédent, notre association a travaillé sur 3 axes. Le premier axe concerne la diffusion de ressources envers les adhérents et la profession tout entière, pour mettre à disposition sur son site des ressources, soit ses propres documents, articles de la revue par exemple, ou textes de réflexion autour des effets de cette crise sanitaire, et puis des documents sélectionnés par les membres du conseil d'administration, libres à chacun ensuite d'en disposer. Le second axe concerne de rendre visible notre profession, tout particulièrement le premier degré. Pas toujours mobilisés par les inspecteurs de l'éducation nationale, les remontées au ministère ne faisaient pas mention du travail des psy-EN pendant cette période. Il était important pour nous de rendre visible ce travail sur le terrain et aussi d'indiquer la disponibilité des collègues sur la base du volontariat dans des dispositifs d'écoute mis en place dans des académies, alors que les infirmières, par exemple, et les assistantes sociales étaient elles-mêmes mentionnées dans les documents. J'approche du troisième axe et du sujet un peu de ce jour. Nous venons d'envoyer un communiqué au ministère, enfin il y a déjà une bonne semaine, même 15 jours, en tant qu'AFPEN, mais aussi dans un collectif d'organisations psy plus large, qui s'appelle le groupe des 10, pour indiquer qu'avec le déconfinement qui s'annonce, les psy-EN peuvent participer, dans le respect de leur mission et en lien avec les autres professionnels, non pas seulement aux dispositifs qui seraient pensés par l'institution, mais aussi à l'analyse de la situation et à la participation de mise en place d'actions, si nécessaire, pour accompagner cette énigmatique réouverture des écoles. Donc vraiment, l'AFPEN a essayé d'être présente auprès des adhérents et de la profession pendant toute cette période. Cette conférence s'intitule donc « Réflexion sur les effets de la crise sanitaire. Comment penser et accompagner le retour de l'école ?» Les 4 conférencières qui vont donc ici se succéder sont membres de l'éducation nationale, elles sont toutes psychologues et elles sont membres du conseil d'administration. Leurs propos, qui leur appartiennent, vont faire œuvre de piste pour penser cette originelle situation jamais advenue. Ils sont aussi à considérer non pas comme des modèles pour tous, mais servent aussi de prétexte à la discussion après ces présentations, à la réflexion, au questionnement, à ce qui fait le sel de notre métier. Ce webinaire est donc à se penser comme un espace plutôt d'échange. Vraiment, c'est une notion très importante pour nous. Alors, avant d'ouvrir et d'offrir la parole à Mélène Descamps, qui va être la première conférencière, si vous souhaitez poser des questions au fil des conférences, souvenez-vous, vous avez donc l'onglet questions. Et donc, parce que les connexions ne sont pas toujours stables, les conférences que vous allez voir ne sont pas en direct. Nous les avons enregistrées hier
pour vous permettre d'être sûr de recevoir les conférences et de les avoir en meilleure qualité. Sinon, parfois, avec les situations, c'est parfois un petit peu haché. Voilà, donc je vais vous retrouver ensuite avec les 4 conférencières cette fois, on sera en direct après les 4 conférences. Je vous souhaite une bonne conférence dans ces conditions. J'espère que tout le monde est bien en place, vous êtes bien installés. Alors, je vais faire une petite manipulation pour essayer de passer maintenant ensuite aux conférences. Donc, vous allez voir, voilà, partager. Je vous souhaite une bonne conférence à tous. Bonjour, je suis Mélanie Descambales, psychologue de l'éducation nationale dans le premier degré à Paris. Je suis aussi membre du bureau national de l'AFPEN. Certains d'entre nous ont eu la chance d'effectuer une formation européenne à la gestion des situations de crise à l'école. C'est ce qui nous a inspirés pour adapter cette formation à la situation actuelle et à la partager avec vous. Je vais vous présenter quelques idées et principes de base pour ce retour à l'école, qui est plutôt une nouvelle étape plutôt qu'un retour, une rentrée ou une reprise. Car nous nous posons tous et toutes la question comment accompagner la communauté éducative dans cette transition compliquée et sur laquelle nous n'avons que peu de visibilité. Moins d'une semaine, on ne sait toujours pas exactement ce qui va se passer. Alors, ça va être un équilibre délicat. Il ne faudra pas trop devancer des besoins qui n'existent peut-être pas comme on les imagine. En tout cas, il faudra tenter de s'y ajuster au plus près. Comment va-t-on s'y prendre pour retrouver un fonctionnement professionnel dans une situation pareille? Il n'y a pas de précédent. Il s'agit d'une expérience psychologique individuelle autant que collective. La clinique des situations de crise enseigne qu'il faut travailler à un retour le plus rapide possible aux routines de l'école. Or, ça ne sera pas possible. Comment est-ce qu'on peut retrouver des rythmes, du sens dans toute cette cacophonie? Les routines ont été bousculées pour tous, d'autres ont pris leur place, parfois suffisamment confortables, mais toujours en filigrane sur un fond d'incertitude qui fait perdre le sentiment de contrôle et ainsi peut générer une certaine anxiété. Cette perte de sentiment de contrôle dans un contexte où pleuvent les incertitudes et les informations contradictoires, ça met à mal le cadre et la visibilité sur ce qui va se passer. Le changement de routine, en plus, peut être déstabilisant dans l'autre sens, surtout si une nouvelle routine rassurante n'est suffisamment pas identifiée. Et c'est le cas, parce qu'on ne va pas revenir à l'avant. Tous nos repères, vraiment, sont bousculés. Et finalement, à notre niveau, on vit ce que peuvent vivre les enfants. L'impression que ceux qui sont en charge du cadre ne le contrôlent plus trop. Les enfants vivent beaucoup la situation à travers les réactions des adultes. S'ils sentent que les adultes savent à peu près où ils vont, à peu près, un minimum, ils vont rapidement se réhabituer à une nouvelle normalité parce qu'ils sont plus adaptables que nous. Donc, en fait, tout le monde a mis en place, pendant cette période particulière, ses propres stratégies d'adaptation, plus ou moins efficacement. Et il faudra en tenir compte et il faudra les accompagner. Cela sera développé plus loin dans le webinaire par mes collègues. Et ce retour à l'école, finalement, n'en sera pas un, vraiment. Tout sera différent. Comment retrouver une routine rassurante et contenante dans ce contexte? Et oui, nous sommes tous ensemble, là, aujourd'hui, pour essayer de trouver un commun à ce qui se passe, de faire du sens dans une situation où, au fond, il sera en premier lieu important de rassurer le plus possible, autant que l'on pourra. C'est un deuil collectif, un deuil du monde d'avant. Et comment occuper notre position? Comment trouver la juste distance? C'est particulièrement difficile, non seulement donc au sens de notre travail, mais aussi au sens littéral, avec toutes ces nouvelles règles. Et finalement, la première règle, ça va être de s'aider soi-même, parce que nous avons tous été affectés par cette situation, à des degrés divers. Et comment aider quand on est soi-même affecté? Il faut d'abord s'assurer que l'on peut le faire, c'est très important. Donc, il s'agit ainsi, en premier lieu, de se gérer et de se protéger. C'est fondamental. On ne pourra pas être des psychologues de l'éducation nationale efficaces et vraiment accompagner les situations si on ne se protège pas et on ne se gère pas nous-mêmes.
Les psychologues de l'éducation nationale sont beaucoup trop souvent isolés dans leurs fonctions sur le terrain. Nous devrions pouvoir non seulement continuer à travailler en équipe, mais aussi s'appuyer sur des ressources et liens extérieurs avec d'autres psychologues. Et oui, en particulier pour les EDA, qui travaillent directement dans les écoles, qui n'ont pas de structure de type CIO, il est important que l'on puisse croiser nos regards en tant que psychologue de notre position particulière, parce que c'est une position assez unique. Et c'est un facteur essentiel dans la gestion des situations dites de crise à l'école. C'est penser l'aide aux aidants, se surveiller, s'alerter mutuellement à court, moyen et long terme dans cette transition qui va s'avérer longue et avant un retour à une normale qu'on a toujours du mal à imaginer aujourd'hui. Il s'agit aussi de pouvoir compter sur des personnes ressources capables d'alerter et de protéger d'éventuels burn-out, non seulement nos proches, mais aussi des professionnels. Pour travailler sur cette situation, un principe utile est de partir des besoins, de s'inspirer de la pyramide des besoins d'Abraham Maslow. Tout est important dans les besoins. Il y a une hiérarchie, mais tous les besoins doivent être pris en compte. Alors là, vous voyez, on en a encore beaucoup dans les besoins de base. Les besoins physiologiques ont été bousculés par le confinement. La sécurité n'est pas vraiment encore au rendez-vous. L'appartenance, c'est un vrai chantier, parce que en ce qui concerne le retour en classe, quelle classe? On ne sait même pas à quoi ça va ressembler. Quant à l'estime de soi et l'accomplissement personnel, ce ne sont pas des choses mineures. Il faut essayer de les faciliter dans ce contexte si compliqué. Alors, les besoins physiologiques, c'est la base, vous avez vu de la pyramide. Nous sommes aussi appelés à rester attentifs et à promouvoir tout ce qui peut contribuer à un bien-être, à un apaisement des besoins physiologiques. S'ils ne sont pas satisfaits, ce ne sera pas possible pour toutes les personnes, que ce soit adultes et enfants, de fonctionner correctement. Cette reprise, elle correspond à la levée du confinement, qui a été long. On peut redouter un effet, on ouvre la cage aux fauves. Une partie des enfants a passé un temps important devant des écrans, a eu des rythmes approximatifs de repas, de sommeil. Il risque d'avoir un travail important de reprise d'habitude au niveau de tout ce qui est justement alimentation, sommeil, activité physique. Et donc, reprendre une routine scolaire, quelle qu'elle soit, suppose la mise en harmonie avec les routines à la maison. Il s'agit là de soutien à la parentalité et de sensibilisation des enseignants, alors que ceux-ci vont être happés par ailleurs par leurs tâches pédagogiques multiples dans un contexte anxiogène et ainsi incertain. Cela va être aussi compliqué par ce nouveau stress lié à l'hygiène qui va un petit peu envahir l'espace. Mais d'autre part, ça peut être aussi l'occasion de faire passer certains messages. Aider les parents, les enseignants et les enfants sur le sujet des besoins physiologiques a l'avantage d'être simple, efficace et de pouvoir participer à la reprise d'un sentiment de contrôle. Et bien sûr, si c'est pas fait dans l'injonction et la culpabilisation, mais dans l'encouragement. Comment se sentir mieux? C'est une vraie question opérante. Donc, comment se sentir en sécurité dans un environnement aussi insécure? D'abord, bien sûr, on reprendre l'image avant de s'occuper de mettre le masque à oxygène à l'enfant qui est assis à côté de soi, il faut d'abord le mettre soi-même. Donc, toujours prendre soin de soi avant de pouvoir aider les autres. Et voilà, nous, pour se sentir en sécurité, le lien avec d'autres psychologues est plus que jamais important, parce que dans cette anormalité dans laquelle on est aujourd'hui, c'est important de pouvoir partager avec d'autres personnes qui sont confrontées à la même situation. Il y a des lignes d'écoute qui existent. L'AFPEN propose un partage, il y a d'autres structures aussi. Donc, nous devons construire cette sécurité, rassurer autant que l'on peut. Si on ne peut pas, on n'y va pas. On ne le fait pas. Et effectivement, ce virus, cet ennemi invisible, encore trop inconnu, rôde toujours, il est toujours présent. Toutes ces injonctions qui pleuvent de tous les côtés contribuent à ce sentiment d'insécurité et de manque de confiance dans le cadre. Alors, que faire? Se protéger, se construire un endroit physique de sécurité. C'est important de savoir où est-ce qu'on pourrait être bien pour travailler, que ce soit chez soi, peut-être au bureau, peut-être dans d'autres structures, mais il faut qu'on se sente en sécurité dans notre espace de travail. Si vous êtes là avec des gants, des masques, c'est pas la peine, peut-être que ça sera pire. Et donc, il faut aussi peut-être avoir des techniques qui sont utiles, comme non seulement un endroit physique de sécurité, mais aussi un endroit mental de sécurité, dans lequel on peut se réfugier, que l'on peut évoquer,
Pour certains, ça sera de s'imaginer dans une forêt, dans la mer, dans un endroit où on se sent bien, d'évoquer une musique, d'avoir des techniques de respiration, des petites choses, mais de façon mentale, pouvoir sortir de là où on est, si on se sent en insécurité, et s'y réfugier, c'est important. Nous devons défendre ce droit à se sentir le plus en sécurité possible. C'est notre droit. Il va falloir qu'on accompagne avec des modes nouveaux. Donc, il va falloir qu'on les adapte. Mais il reste effectivement les téléphones, les réunions, visio, d'autres façons de procéder. Hein. Je ne crois pas qu'on va tout de suite ressortir les whisky, des choses comme ça, évidemment. Et il faut que finalement, on puisse communiquer un minimum de sentiments de sécurité au niveau professionnel. Hein. Parce que sinon, si on arrive et qu'on ventile tout notre stress, on peut plutôt aggraver une situation que l'aider. Hein. D'abord, ne pas nuire, hein, primum non nocere, hein, c'est quelque chose que nous devons garder à l'esprit. Si on ne peut pas, eh ben on n'y va pas. Donc finalement, on va se retrouver avec un double objectif. D'une part, d'accompagner la mise en place de tout ce qui peut rassurer, reprendre des repères, tisser un nouveau commun et donner des horizons. Hein. Donner des horizons permet de penser un futur. Cela permet de sortir de cette situation anxiogène. Et là, on va pouvoir compter sur l'énergie joyeuse des enfants, même si on n'a pas beaucoup. Et d'autre part, il va falloir aussi pouvoir continuer à accompagner les stratégies d'adaptation de chacun, qui peuvent être très variables en fonction des personnalités, des contextes et des vécus. Alors là, c'est notre travail habituel, sauf que c'est dans un contexte différent et que on va pouvoir utiliser d'autres outils qui vous seront présentés plus tard dans ce webinaire. Et il va s'agir encore plus que d'habitude de travailler en partenariat, de vivre ensemble ce retour à l'école qui doit se faire au plus près des besoins de chaque secteur. Il n'y a pas de recette unique et il va falloir avoir confiance dans nos capacités d'innovation. Hein. C'est une approche horizontale et non verticale. Donc le PsyEN, il devrait pouvoir s'appuyer sur des équipes au niveau de sa circonscription, de son district, des RASET, des CIO, les CMP, etc., hein, pour des approches et des outils mutualisés en lien avec les équipes locales, à l'académie. Et effectivement, il y a déjà plein d'outils qu'on peut s'approprier. Il y a plein de travail qui a déjà été fait. Au niveau de chaque établissement, bien sûr, il va falloir être en articulation avec les chefs d'établissement pour être au plus près des besoins locaux, de s'adapter à chaque situation, selon qu'on soit en zone rouge, verte, orange, je ne sais quelle couleur, et selon le milieu dans lequel on travaille. Ça peut être très, très différent. Et il faudra aussi voir comment assurer des liens avec les enseignants, donc les faciliter ces liens pour qu'ils puissent se sentir soutenus et accompagnés, si besoin est, bien sûr. Il ne s'agit pas de précéder des demandes, mais d'être disponible de façon visible. Alors, dans cette temporalité-là, on est encore dans l'avant, on est dans le soutien en amont. On a déjà commencé probablement tous à avoir des instructions et effectivement, on est à ce stade d'identifier les ressources, les actions communes et les partenaires. Au niveau des établissements, on va, avec les équipes, cibler les vulnérabilités possibles et se positionner en soutien attentif. Alors ça, ce sera développé par mes collègues plus loin dans le webinaire. Bien sûr, on a déjà beaucoup de documents ressources. On peut se rendre disponible pour des rencontres virtuelles téléphoniques. Et effectivement, il y a plein de choses. Vous n'avez pas besoin de tout réinventer. Il y a des tas des choses merveilleuses qui ont éclos pendant toute cette période. Vraiment, c'était absolument admirable. Et au niveau des élèves et de leurs familles, répondre aux demandes, éventuellement contacter les familles qui en auraient besoin. Et bien sûr, c'est vous qui savez, qui connaissez, on a l'avantage de connaître déjà notre terrain en théorie, puisqu'on y a déjà travaillé. Donc c'est à nous de savoir. On peut rester actif à distance et sans risque, si on ne se sent pas d'être plus, de retourner déjà dans les établissements pour faire des contacts. Donc, quelques petits principes pour la reprise. Donc, il n'y a pas de recette, mais c'est peut-être des idées. En premier lieu, je réinsiste, contribuer à renforcer ce sentiment de sécurité. Donc ça, c'est la vraie gageure, parce que vu le contexte, vous voyez, je ne sais pas comment ça se passe chez vous, mais on voit de tout quand même.
Il y a un aspect très important, c'est l'information. Il faut que nous soyons proactifs dans l'accès à une information très lisible par toute la communauté éducative. C'est un aspect crucial. Vous voyez bien qu'en ce moment, c'est la course à l'information. Il n'y a pas qu'une pandémie qui nous affecte. Il y a une infodémie qui est tout aussi virale. Ça fait partie de nos biais cognitifs et c'est d'ailleurs bien exploité au niveau politique. L'accès à une information lisible et claire permet de reprendre un sentiment de contrôle. Elle doit permettre, dans le cadre de notre travail, d'accompagner de la façon la plus rassurante possible cette nouvelle étape. Nous devons donc, autant que faire se peut, aider à poser des cadres rassurants. Alors, comment est-ce qu'on peut contribuer à ces cadres? C'est selon. Parfois, la présence du psy-ON rassure, parfois elle pathologise. Alors, il faut faire attention à ça. Cela dépend des habitudes que l'on a de travail avec les équipes. Il faut partir de ce qu'on faisait déjà, s'appuyer sur notre connaissance du terrain. Il faut trouver la juste distance, cette force de proposition. Et juste parfois être en appui des directeurs et des chefs d'établissement, des équipes. C'est à nous de trouver ce qui fonctionne le mieux. Il est important d'être informé et d'informer les autres de façon adaptée sur les risques possibles de stress, de traumatisme, de deuil, et favoriser l'accès aux aides possibles. Ça sera un aspect essentiel qui sera développé plus loin dans le webinaire. Effectivement, la mortalité a augmenté, le risque de deuil qui aurait affecté nos communautés est plus élevé. Et puis, c'est un deuil qui aura été empêché, retardé, vécu de façon différente. Donc, voilà, nous développerons plus loin, mes collègues développeront cet aspect-là. Et effectivement, il va falloir pouvoir aider les enseignants qui le demandent, toujours bien sûr, à préparer le retour en classe d'une façon nécessairement ajustée aux besoins de la situation. Bon, alors pour une fois, ils vont avoir des effectifs corrects, ceux qui seront sur le terrain, mais c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de questionnements sur la façon dont ça va se passer. Donc, au fond, finalement, la feuille de route, c'est des principes simples qui sont des fils conducteurs, une approche systémique qui concerne toute la communauté éducative, enseignants, familles, élèves, tous. Donc, il s'agit finalement, si on résume, de concourir à restaurer, à conforter les sentiments de contrôle, les sentiments d'appartenance. Alors, appartenance, ça va être compliqué, effectivement, avec ces structures très différentes. Et un sentiment de compétence pour tous. Comment est-ce qu'on peut se sentir compétent en tant qu'élève, en tant que parent, en tant qu'enseignant, en tant que psychologue? C'est absolument un axe de travail fonctionnel. Donc, cette rentrée particulière, comment est-ce qu'on va retrouver des routines scolaires qui permettent à tous de se remettre en activité, à la fois techniquement et aussi psychiquement. Donc là, on en est au stade de l'imagination, vous voyez bien, avec tout ce qui circule. Et donc, toute la communauté doit pouvoir retrouver une sorte de familiarité rassurante, dans un accueil positif autant que possible. Donc l'école doit donner autant que possible l'impression d'avoir tenu le coup, de savoir où elle va, c'est un aspect essentiel. Un minimum, même si on est soi-même un peu dans l'incertitude et on le sera, il faut qu'on projette un sentiment de cadre et on a tenu le coup, on est là, on est debout et on avance vers un futur qu'on va construire ensemble. Et les psychologues là-dedans vont être positionnés en appui visible et prêts à accompagner évidemment les plus fragilisés. Donc, l'accompagnement, alors ça c'était pour la rentrée, mais l'accompagnement après la rentrée, il va falloir faire un point régulier, bien sûr, avec les équipes, les enseignants, les familles identifiées. Il va falloir refaire du commun avec toutes ces nouvelles règles sanitaires, comme on le peut. Donc, l'humour et l'inventivité seront vraiment bienvenus. Et organiser les éventuels soutiens et accompagnements identifiés en amont ou à la reprise. Et là, je vais vous parler rapidement d'une technique qui est celle qu'on utilise dans les situations de crise, dans le retour à l'école. C'est l'aide par réunion de groupes de soutien, des groupes de parole.
Et il ne s'agit pas d'aide thérapeutique à proprement parler, il s'agit juste de réunions par groupe de besoins qui ont été identifiés par les techniques que va vous présenter Véronique Lemezec tout à l'heure, et avec voilà, des soutiens que va vous présenter Patricia Garouste. Et nous avons effectivement aussi tous les aspects du deuil et du repérage de la maltraitance qui seront aussi développés et qu'on pourra aussi peut-être repérer dans ce type de groupe. Donc, comment ça s'organise techniquement, c'est voilà, 2 adultes pour animer au minimum, on peut être plus. Pourquoi 2? Parce que d'abord, il vaut mieux être 2, parce que faire ça seul, c'est compliqué. Et un qui écrit et un qui anime et un qui écrit ce qui est dit, pour laisser une trace et permettre peut-être d'élaborer. Dans le cadre de ce groupe, on commence par ouvrir la réunion en faisant une présentation simple et précise des personnes, du cadre, des objectifs de la réunion, bien préciser que c'est pas un groupe thérapeutique, c'est un groupe de parole où on va échanger, voir un peu comment on peut envisager la situation. On va utiliser un protocole d'animation par des questions inductrices que je vous présente dans la diapositive suivante. Et cette réunion sera clôturée de façon structurée avec des pistes d'accompagnement et des liens proposés pour ceux qui le souhaiteraient. Éventuellement, on peut reprogrammer une autre réunion plus tard. Et évidemment, ça sera l'occasion de repérer ceux qui auraient besoin de plus de soutien, parce que dans le cours de la réunion, on pourra peut-être les identifier. Ce protocole, en quoi consiste-t-il? Protocole d'animation par question inductrice. Il va s'agir d'accueillir la parole, de valider les émotions sans jugement, de permettre à nouveau de penser un futur, c'est-à-dire de se projeter, de se visualiser dans l'après, tout cela en commun, ce qui permet de sortir de cet isolement confiné. Il s'agit de remettre finalement en mouvement vers l'avant, de remobiliser les énergies vitales, de sortir de cet enfermement où certains peuvent être dans cette anxiété de toute cette situation. Bien sûr, ça ne marchera pas pour tout le monde, ça ne suffira pas. Pour certains à qui il s'agira de proposer un soutien plus ajusté ou plus approfondi, mais ça peut permettre de les repérer. Ce protocole, il peut être aussi une base pour des entretiens individuels. Donc, en fait, les questions inductrices, ça sera de demander aux personnes, volontaires bien sûr, comment ça s'est passé pour vous, Qu'avez-vous pensé? Qu'avez-vous imaginé? Maintenant, que pensez-vous? Qu'imaginez-vous? Quels sont vos questionnements? Donc là, on a évoqué l'avant. Ensuite, on se met dans le pendant, c'est-à-dire là maintenant dans la réunion. Et qu'est-ce qui peut vous aider maintenant et plus tard? Donc là, on reprend tout ce qui est sorti et puis on permet de penser un futur. Et ça c'est une technique qui fonctionne bien. Voilà. Donc après des techniques, des recettes, il va falloir être de toute façon très 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 créatif. Il n'y a pas vraiment de recette pour une situation aussi inédite. Enfin, moi, j'en ai quand même une à vous proposer. Et finalement, se rappeler que l'idéogramme chinois pour le mot crise, c'est constitué en fait de 2 idéogrammes, qui veut dire danger, et l'autre qui veut dire opportunité. Voilà, je vous souhaite le meilleur dans toute cette situation, que ce soit voilà, plus sur le versant de l'opportunité pour vous. Et je laisse la parole à ma collègue. Je suis Véronique Lemezec, psychologue de l'éducation nationale. Je vais vous présenter des supports qui, comme vous l'indiquait Mélène Descamps précédemment, font partie de ce qui est proposé dans les formations européennes aux interventions en situation de crise par l'ESPCT, European School Psychology Center for Training. Cette démarche donc d'intervention suit une succession temporelle qui a cela d'original que, contrairement aux crises liées à des accidents, à des événements ponctuels où il y a un temps précis de l'avant et de l'après, nous sommes là dans une crise sanitaire qui a une temporalité qui se déroule dans la durée et dont nous ne connaissons pas l'issue, le temps de l'arrêt de cette crise. Cette crise a commencé à peu près donc en janvier-février avec la période de déconfinement à partir de mars. Nous allons commencer à être en période de déconfinement, mais nous ne savons pas du tout lorsque nous retrouverons des conditions ordinaires. Donc cet événement a
cette durée très particulière dont nous allons devoir tenir compte dans nos interventions auprès des écoles. Donc, cet avant, ce sur quoi nous allons nous centrer actuellement dans cette présentation, donc ainsi que Mélanie Descamps vous l'a présenté, il y a bien sûr toute cette phase d'anticipation, de préparation, d'information, formation, d'organisation, le respect de la pluriprofessionnalité, de la pluridisciplinarité et l'importance d'intervenir toujours en équipe, jamais seul, et de se préserver, d'être attentif à l'état dans lequel on se trouve et dans lequel se trouvent les proches professionnels avec lesquels nous allons intervenir. Se préserver est l'un des premiers axes d'intervention, comme dans toute situation de crise. La reprise de la classe, donc, cette fois-là, peut être anticipée. Elle peut donc, les conditions peuvent donc en être analysées, ce qui va être notre travail. Au cas par cas, suivant les écoles, ainsi que l'invitent aussi tous les textes réglementaires qui sont sortis actuellement autour de la reprise à l'école. Et puis, en fonction, bien sûr, de l'organisation du travail du psychologue, celle qu'il a pu mener avant l'événement, avant la crise sanitaire, et pendant toute cette période de confinement, et qui vont avoir un impact sur les modalités d'action dans cette période de déconfinement. Donc, les supports que je vais vous proposer sont au nombre de 2. Excusez-moi, mon diaporama ne défile pas en même temps que ma parole. Donc, bien sûr, cette analyse de situation va être très factuelle d'abord, hein, décrire la situation, décrire le contexte. Il est important de penser à tous les adultes et à tous les élèves, ceux à quoi vont nous aider les supports que je vais vous proposer, penser aux familles et donc aux ressources et aux points de butée. Je vais vous proposer 2 types d'outils, de supports d'analyse. Tout d'abord, les cercles de vulnérabilité et de soutien, et dans un deuxième temps, la grille des 4 R. Il est important donc de dater ces documents, de noter les noms des personnes qui ont pu les remplir, et aussi, pourquoi pas, de même indiquer l'horaire, puisque ces documents pourront être réutilisables pour réajuster aussi à la fois l'analyse de la situation, mais aussi les actions à mettre en œuvre au fur et à mesure de l'avancée de la reprise à l'école. Donc, ces documents-là, il y a d'abord un premier cercle, une première série de cercles qui permet de repérer la dimension de la proximité physique et sanitaire des personnes qui ont pu être donc touchées par la maladie. Du centre vers l'extérieur, nous avons les personnes les plus touchées au centre pour aller vers l'extérieur, celles qui sont moins impactées. Donc au centre, dans ce domaine de la proximité physique et sanitaire, nous avons bien sûr les personnes qui ont contracté le virus, qui ont été malades ou qui le sont encore actuellement, celles ensuite qui ont côtoyé des malades, puis celles qui ont des proches malades, et enfin celles qui n'ont pas eu de contact avec des personnes contagieuses à leur connaissance. Le deuxième cercle est celui de la dimension socio-psychologique, relationnelle, où nous avons au centre la famille immédiate des personnes touchées, puis la famille un petit peu plus éloignée ou les amis proches. Enfin, les personnes qui ont des relations avec les personnes malades, que ce soit sur le plan professionnel ou autre. Et ensuite, les personnes qui se trouvent avoir des traits de ressemblance ou d'identification sociale avec les personnes malades. La troisième série de cercles est donc celle de la dimension psycho-affective et qui donc permet de prendre en compte tout d'abord les personnes qui ont vécu un trauma récent. Alors sur cette question du trauma, pour revenir juste sur la définition qui est essentielle à avoir à l'esprit en tant que psychologue et pour pouvoir aussi bien préciser les termes que nous utilisons, puisqu'on entend beaucoup parler de traumatisme. Le traumatisme psychique, lui, est très spécifique et donc c'est un phénomène d'effraction du psychisme et de débordement des défenses par des excitations violentes qui sont liées à la survenue d'un événement qui est
agressent ou qui menacent la vie ou l'intégrité de la personne, intégrité physique ou intégrité psychique, et personne qui est exposée comme victime, comme témoin ou comme acteur. Là, je me suis basée sur une définition présentée par Louis Croc, psychiatre et urgentiste, mais qui est reprise aussi dans d'autres écrits, dans d'autres textes. Et la notion également d'événements potentiellement traumatisants. Il est important d'avoir à l'esprit que en psychologie, il s'agit bien de potentiellement traumatisants. Ce n'est pas parce qu'on va rencontrer tel ou tel événement que l'on va forcément vivre un trauma. La façon dont la personne va pouvoir s'en emparer, la façon dont cet événement arrive dans le déroulement de sa vie, vont être des éléments essentiels pour la façon dont la personne va pouvoir faire avec cette situation. Donc, pour revenir au cercle, nous avons les personnes qui ont vécu un trauma récent, puis celles qui ont vécu des pertes significatives l'année passée, soit en termes de deuil ou de séparation, les personnes qui ont eu des difficultés personnelles ou des difficultés sociales, puis celles qui sont hypersensibles ou qui ont des réactions très émotionnelles à la situation actuelle, qui se sentent fragilisées. Je vais vous proposer maintenant d'autres types de cercles. En fait, ce sont des cercles de vulnérabilité qui vont nous permettre de repérer les personnes dans un établissement scolaire qui seraient potentiellement plus touchées par les événements en cours. Donc, nous avons au centre, de la même façon que pour les cercles précédents, nous avons au centre les personnes les plus touchées. Donc, ce serait dans le cadre de cette crise, les adultes et les élèves malades, qui l'ont été ou qui le sont encore, leurs familles. Sur le cercle autour, nous avons les professeurs, les camarades de classe, les amis, tout le personnel, potentiellement, le périscolaire, les autres parents, les autres classes. Et puis, sur le cercle extérieur, le chef d'établissement, bon, suivant la taille de l'établissement, on peut bien sûr imaginer que la directrice ou le directeur serait plutôt situé dans le cercle intermédiaire, l'inspectrice ou l'inspecteur, la mairie, le voisinage et les autres établissements, sachant que nous intervenons sur plusieurs écoles qui sont souvent en lien et qui peuvent être bien sûr très touchées par ce qui se passe pour l'école d'à côté. Donc, qui va pouvoir aider, qui va pouvoir intervenir pour soutenir cette communauté touchée? Pense souvent au psychologue. Donc, en effet, le psychologue, mais comme nous l'avons souligné précédemment, l'idée est bien d'intervenir en collaboration, en équipe, jamais seul et en pluriprofessionnalité. Donc, les personnes qui vont pouvoir apporter leur aide sont les plus proches, effectivement, amis, famille, les professeurs, les collègues, la mairie, le voisinage, mais de la même façon, le chef d'établissement, psychologue, enseignant spécialisé, inspectrice, inspecteur, conseillère, conseiller pédagogique, travailleurs sociaux, médecins, infirmières, mairie, voisinage et tous les autres établissements. Donc, nous voyons ici que d'un côté à l'autre du cercle, qu'on soit dans les cercles de vulnérabilité ou dans les cercles de soutien, on peut retrouver les mêmes personnes, puisqu'à chaque instant de la crise, de son déroulement, les personnes vont pouvoir être touchées. Un psychologue qui peut intervenir au début peut ne plus se sentir en capacité, pour plein de raisons, d'intervenir par la suite, et il y aura des relais à trouver, et c'est vrai pour tous les professionnels. Il est important aussi pour les psychologues d'être informés sur les ressources, sur les autres structures avec lesquelles, qui sont des partenaires habituels des écoles comme les CMP, PMI, CMPP, les CEDAS. Et cette période justement de la préparation du retour peut être un temps utile pour pouvoir repérer comment fonctionnent ces structures et comment elles peuvent aussi être des ressources au moment de la reprise en cas de besoin. Donc voici première série de supports d'analyse
Et maintenant, voici le deuxième type de support donc, qui permet d'évaluer l'intensité de la crise afin d'y répondre de façon proportionnée. Donc, la grille des 4 R, puisqu'il est toujours important d'essayer d'avoir la réponse la plus adaptée possible pour qu'elle puisse prendre en compte la réalité du terrain et les ressources du terrain. Donc, afin de dimensionner au mieux les réponses, nous allons nous appuyer sur 4 critères d'analyse. Le premier qui est celui de la réalité objective de l'événement et qui est souvent lié donc dans ses effets à la létalité consécutive à cet événement. Combien il y a de blessés, donc ici combien de malades, combien de morts éventuelles, est-ce que c'est dans l'école, est-ce que c'est en dehors, est-ce que c'est dans l'école d'à côté, tous les facteurs là qui sont vraiment des critères objectifs. Ensuite, la résonance subjective que l'on peut observer de cet événement sur la communauté éducative, quel retentissement émotionnel. Ensuite, le critère risque, comment cet établissement fonctionne actuellement, est-ce qu'il est solide, est-ce que l'équipe dirigeante fonctionne bien, est-ce que les relations dans l'équipe sont bonnes, ou est-ce qu'il y a des tensions, quel type de relation avec les familles, avec les parents d'élèves élus, avec la mairie, est-ce qu'il y a eu des drames dans les mois précédents, la crise ou des événements douloureux. Et là, la connaissance des écoles est très précieuse et les psychologues sont très bien placés justement pour connaître ces histoires d'établissements et y être attentifs. Et puis aussi en externe, comment les relations fonctionnent au sein de la circonscription, quel type d'appui, dans la DSDEN aussi, du rectorat, etc. Enfin, le critère résilience qui, lui, permet de prendre en compte la façon dont les adultes et les élèves, les enfants, font avec l'événement, quel degré de protection ils ont, quelle efficacité de leur modalité défensive peut-on observer, et qui vont permettre de s'appuyer ou non sur ce potentiel donc, de résilience qui peut être observé. Cette évaluation globale va pouvoir permettre, dans le cadre donc, de ce passage du confinement au déconfinement, de prendre en compte les différentes dimensions. Nous les regroupons ensuite sous forme d'un tableau donc, qui prend en compte les 4 critères sur la gauche, là, puis la gravité faible, moyenne, élevée, pour ce qui est des 3 premiers critères, et la résilience élevée, moyenne et faible pour les autres. Et donc, plus la gravité sera faible avec une résilience élevée, plus nous allons cocher les cases sur la gauche, et quand ce sera grave, sur la droite. Donc, plus globalement, nous cocherons de cases sur la droite vers la gravité élevée, plus les modalités d'intervention devront être importantes. Et donc, Mélène Descamps vous en a proposé un certain nombre. Et puis, vous avez sûrement, vous, d'autres types de ressources, de propositions à mettre en œuvre. Plus, donc, les interventions devront être importantes, plus la gravité sera faible et la résilience élevée, moins vous aurez à intervenir. Donc, il s'agit de, je reviens juste en arrière pour bien indiquer que pour ce tableau, comme pour les cercles, il est important aussi là de dater et pour pouvoir réutiliser éventuellement cette grille et puis pour voir l'évolution, suivre l'évolution et puis de la remplir à plusieurs. Donc, pour passer donc de cet avant le déconfinement au pendant, vous aurez mis en place avec les équipes des propositions, pris des décisions. Il y a la mise en œuvre qui va se faire avec une réévaluation, en particulier une attention portée aux personnes qui semblent les plus fragiles. Donc Clotilde Kamal vous présentera ensuite des indications quant aux enfants en situation de maltraitance, les signes cliniques à repérer, et puis sur l'accompagnement du deuil chez l'enfant. Donc, ces actions mises en œuvre pourront être revues au fur et à mesure de l'évolution de la situation, avec des bilans d'étapes
et des réajustements, donc pouvant s'appuyer aussi bien sûr sur les résiliences des personnes et des équipes, donc en particulier repérables et sollicitables grâce à la mise en œuvre du Basic PH que vous présentera Patricia Garouste. Afin de favoriser donc un retour à la normale, il sera important de prévoir un bilan final afin de clore ce temps de la crise. Important pour pouvoir bâtir la suite et passer à la suite. Je vous remercie pour votre attention. Je vous présente rapidement une bibliographie que vous pourrez retrouver sur le site de l'AFPEN ainsi qu'une cytographie. Merci encore et à tout à l'heure pour vos questions. Je passe la parole à Clotilde Kamal. Bonjour à toutes et à tous, je suis Clotilde Kamal, je suis psychologue EDA dans le Gard et je vais vous présenter cet après-midi donc les signes cliniques de la maltraitance chez l'enfant afin que vous puissiez accompagner les enseignants dans le repérage de ces maltraitances et dans le signalement éventuellement ou la rédaction d'informations préoccupantes. Donc, la première diapositive reprend la définition de la maltraitance à enfants selon l'OMS. Vous l'aurez dans le PowerPoint, donc je vous laisse en prendre connaissance. Par contre, je voudrais attirer votre attention sur la dernière phrase. On considère aussi comme une forme de maltraitance le fait d'exposer l'enfant au spectacle de violence entre partenaires intimes. Trop longtemps, on s'est dit que l'enfant qui assistait aux violences conjugales n'était pas une victime. Or, aujourd'hui, on sait pertinemment que ce n'est pas le cas. L'enfant est autant victime en étant témoin que la personne qui reçoit les coups ou les injures. Dans cette 8e semaine de confinement, la situation est très particulière. Évidemment, il n'y a pas d'école, pas de loisirs, pas de possibilité d'aller jouer avec les copains à l'extérieur. Et puis, les adultes ne sont pas également dans des émotions classiques, avec l'inquiétude de la crise sanitaire, mais aussi de la crise sociale. Ils sont désœuvrés et donc ça rend les relations interpersonnelles un peu complexes. D'ailleurs, d'après Le Parisien, à l'article du 22 avril 2020, on voit que les pourcentages d'appels au numéro national de violence conjugale ou de maltraitance à enfants sont en nette augmentation. Ce sont des appels, ce ne sont pas des signalements ou des rédactions d'informations préoccupantes. Cette situation d'enfermement fait aussi que ce qui était supportable pour certaines familles, parce qu'on pouvait aller faire un tour, un échappatoire, ne l'est plus du tout en étant enfermés ensemble H24. Et puis, les voisins sont aussi confinés chez eux et parfois, ceux qu'ils n'entendaient pas parce qu'ils étaient au travail, là, ils sont confrontés à la maltraitance chez les voisins. Pardon, je suis allée un peu trop vite. Donc, la maltraitance infantile engendre souvent un traumatisme de type 2. Le type 1, c'est un événement traumatique unique. Il ne veut pas dire qu'on ne peut pas en vivre plusieurs, mais il a un caractère unique, un accident de voiture ou autre. Par contre, le traumatisme de type 2 est un événement traumatique qui se répète dans le temps. Le traumatisme est une effraction psychique, une peur de mourir importante. Donc, l'enfant y est constamment confronté. C'est une menace permanente et qui dure dans le temps. Donc, dans le cadre de mon DU de psychotrauma sur la faculté de Paris, j'ai mené en 2018 une enquête au sein de l'éducation nationale auprès d'un tout petit peu moins de 150 enseignants qui ont accepté de participer à une enquête sur l'information préoccupante. 85,5% étaient des femmes et 66,1% travaillaient auprès de 6-12 ans. Donc, la question qui est représentée dans ce tableau, c'est quels signes vous incitent à rédiger une information préoccupante. Tous les signes qui sont inscrits ici peuvent être des signes d'alerte par rapport à un traumatisme ou une maltraitance. J'ai mis en rouge ceux qui sont plus en lien avec le traumatisme de type 2, qui peut avoir attrait à des violences conjugales ou des maltraitances à enfants. Donc, vous voyez que l'absentéisme et le changement de comportement sont très vite perçus par les enseignants. Par contre, tout ce qui est plus attrait à l'intime, comme l'hypervigilance, le trouble alimentaire, le cauchemar, les problèmes d'endormissement, l'énurésie, l'encoprésie. Alors, les jeux répétitifs atypiques, ce sont des jeux qui ne font absolument pas appel à l'imaginaire. L'enfant joue en reproduisant exactement ce qu'il se passe chez lui.
pourquoi ces signes sont peu perçus à l'école élémentaire? Parce qu'ils ont plus attrait à l'intime, à ce qui se passe à la maison. Or, à l'école élémentaire, la maison est plutôt laissée au profit des apprentissages. C'est pour ça que je dis que, au niveau de cette reprise, notre rôle de psychologue est très important auprès des enseignants pour libérer la parole des enfants, et ce jusqu'en juillet, hein, ce n'est pas un one-shot, en multipliant les possibilités de prise de parole et de libération de la parole auprès des enfants. Un quoi de neuf, travail sur les émotions, comment je me sens ce matin, des débats philo ou passer par des dessins sur la maison du confinement avec qu'est-ce qui me manque, quels sont mes loisirs pendant ce temps-là, quelles ont été mes émotions positives ou négatives, quelles sont les pièces que j'ai investies plus ou moins à la maison, etc. Je pense que c'est très important parce que l'enfant va avoir besoin de pouvoir répéter ce souvenir en lieu sécure. Chaque rappel en modifie le souvenir. Donc, si l'enfant se sent en sécurité et peut parler de ce qu'il a vécu, il va avoir une avancée positive vers l'après, parce qu'il va se dire qu'il peut se souvenir sans se mettre en danger. Et contrairement au jeu dont je vous parlais tout à l'heure, atypique, où là, il revit la scène sans pouvoir se défaire des émotions qui l'envahissent et qui sont identiques à celles qu'il vit pendant l'événement traumatique. Donc, comment est-ce qu'on peut agir? La loi de l'article 40 du Code pénal s'impose à nous tous, évidemment. Après, dans l'enquête que j'ai menée, 95,2% des enseignants se sentaient prêts à rédiger une information préoccupante, mais 50% d'entre eux pensent qu'il faut des révélations, des répétitions ou des preuves. 40% ont peur de se tromper. La plupart pensent qu'ils sont seuls à rédiger et à en prendre la responsabilité. Or, c'est vraiment un travail d'équipe, il faut vraiment le rappeler. C'est un travail que l'on fait avec le directeur, la directrice, le chef d'établissement et le psychologue de l'éducation nationale et le médecin de l'éducation nationale ou en fonction de celui qui est disponible, mais on n'est pas tout seul. La plupart pensent qu'il faut informer systématiquement la famille, donc 20% ont peur de la perte de l'alliance école-famille, 20% ont peur des représailles sur l'enfant. Il n'est pas obligatoire d'informer systématiquement la famille, notamment on ne le fait pas dans le signalement, parce que le signalement, on le fait quand il y a un danger imminent pour l'enfant et donc il est adressé au procureur, contrairement à l'information préoccupante qui est adressée à la CRIP du département parce qu'elle va plutôt générer une enquête sociale. Les enseignants pensent également qu'il faut un papier spécifique. Alors, très souvent, dans l'éducation nationale, on a un protocole départemental qui est connu des directeurs, directrices, chefs d'établissement ou l'IEN de circonscription. Mais si vous ne l'avez pas sous la main, un papier blanc suffit. L'important, c'est de mettre de vous identifier en tant que personne qui signale, en prenant bien soin de mettre vos coordonnées professionnelles et jamais vos coordonnées personnelles, parce qu'elles sont lues lors des audiences. Donc la date évidemment, les coordonnées de l'établissement dont l'enfant est issu. Vous voyez qu'il faut décrire les faits constatés ou supposés, ou reporter exactement les propos tenus par l'enfant. Nous ne sommes pas des enquêteurs, il y a des personnels spécifiquement formés pour mener l'enquête auprès des enfants. Ce n'est pas notre travail. S'il y a eu des signalements antérieurs, et voilà, mettre si la famille est informée ou pas, et quelle est sa réaction par rapport à cette information. Donc, je voudrais que vous rappeliez qu'un enfant maltraité ne cessera jamais d'aimer ses parents. Par contre, il cessera de s'aimer lui-même. C'est en ça qu'il est important d'agir. Et je vous remercie pour votre attention et votre écoute à tous. Donc, je vais rester un petit moment encore avec vous, puisque après vous avoir parlé de la maltraitance des enfants, je vais vous parler de l'accompagnement du deuil chez l'enfant, afin que vous puissiez accompagner les enseignants au mieux dans cette épreuve difficile et qui, malheureusement, peut toucher plusieurs enfants parmi les écoles. Donc, je vais vous donner une citation de Anne Chalancé que j'aime beaucoup. Après les cris, les larmes, après les larmes, les plaintes, et la parole vide et répétitive et stérile du regret. Puis vient le temps du récit de la mort, puis de la vie.
effectivement, le deuil comporte plusieurs phases. Je m'adresse à des psychologues, donc je pense que vous les connaissez. Le deuil n'est pas pathologique. Le deuil pathologique, c'est lorsque l'on reste enfermé dans une de ces phases. Effectivement, il est très douloureux de perdre un proche, de perdre un parent, de perdre un enfant, mais la mort fait partie de la vie et la mort n'est pas une pathologie en elle-même. Ça n'est pas un trauma non plus. Ce qui est traumatique, c'est parfois les circonstances du décès, quand c'est dans un accident de voiture, etc., ou lorsque l'on reste bloqué dans une de ces phases, on appelle ça le deuil pathologique et un décès traumatique. Mais malheureusement, voilà, ou heureusement, de toute façon, la mort fait partie de la vie. Donc, que comprend un enfant de la perte d'un parent ou d'un proche, puisqu'il peut perdre aussi un frère ou une sœur? En dessous de 5 ans, il n'y a pas de vraie compréhension de ce qu'est la mort. En fait, l'enfant se colle aux réactions des adultes et l'enfant va suivre les différentes phases du deuil au même rythme que l'adulte qu'il a en référence, sa figure d'attachement. Entre 5 ans et 7 ans, il y a un début de compréhension, c'est-à-dire que l'enfant voit bien que la personne aimée n'est plus présente, mais il n'a pas ce sentiment d'irréversibilité, d'universalité, d'inévitabilité. On a parfois des enfants qui nous disent oh ben moi je suis allée au cimetière, bon j'ai dit à maman que maintenant ça suffit, il fallait qu'elle sorte de la boîte et qu'elle se réveille parce que moi j'ai besoin de ces câlins le soir. Il faut accompagner cela, effectivement. Après 7 ans, il y a une certaine compréhension intellectuelle de la mort. L'enfant comprend que là, c'est irréversible, que c'est inévitable, la mort fait partie de la vie. Et d'ailleurs, il va avoir parfois des réactions qui vont un peu surprendre l'adulte. On annonce le décès à un enfant et puis, lui, il a intégré que la mort fait partie de la vie et il va vous demander qu'est-ce qu'on mange ce soir. Donc l'adulte peut venir vers vous, vous dire mais enfin il n'a rien compris, il ne m'a pas écouté, il est dans le déni. Non, pas du tout. Il a bien compris ce qui se passe, mais il comprend aussi que la vie pour lui continue et qu'il faut s'inscrire dans cette progression pour avancer. À partir de 10-12 ans, l'intérêt accru de ces préadolescents, adolescents pour les aspects philosophiques de la mort au travers de textes littéraires, de films, d'échanges entre camarades, de jeux plus ou moins à risque et de tests des limites. Donc, que faut-il faire avec un enfant endeuillé soumis à un stress qui est lié au deuil autour de lui, notamment je pense à cette période particulière que nous traversons? Il faut être nous-mêmes au clair avec nos propres émotions. C'est-à-dire qu'un enseignant qui est endeuillé et pour qui c'est compliqué et qui est dans une certaine phase de deuil, il va avoir du mal aussi à accompagner un enfant qui n'est pas au même niveau que lui. Donc, il faut se faire aider, il faut savoir déléguer. Si on ne se sent pas en capacité, ce n'est pas grave. L'enseignant, si on le sent en capacité, effectivement, il a un rôle important parce que pour l'enfant, il symbolise la continuité. C'est un interlocuteur de confiance, c'est un interlocuteur de choix. Il a un rôle à jouer et l'enfant peut se confier à lui au sein de l'école puisque à l'école, on ne pleure pas le mort qui est pleuré sans cesse à la maison. Il peut lui en parler sans que ça déclenche une émotion particulière et donc ça va le rassurer, ça va lui permettre, lui, de s'autoriser à parler de la mort, parce que pour lui, la mort, ça n'est pas un tabou, à pouvoir poser certaines questions aux adultes, à pouvoir parler de ses angoisses. Et pour cela, c'est vrai qu'ils ont besoin que les adultes leur répondent avec des phrases simples, en laissant la place au fait que les adultes vont gérer la situation, qu'ils ne s'inquiètent pas, que c'est normal que les parents, par exemple, pleurent ou soient angoissés, mais que ça va rentrer dans l'ordre, qu'il faut laisser du temps et surtout rassurer les enfants sur le fait qu'ils n'y sont pour rien. Parce qu'un enfant a toujours tendance à penser qu'il a une part de responsabilité dans ce qui se passe, ce qui est absolument faux, notamment dans le cas de la situation actuelle. Les enfants et le deuil, il faut dire aux enfants le plus vite possible ce qu'il se passe en utilisant des mots simples. Un enfant ne comprend pas le terme décédé. On doit dire à un enfant que la personne est morte, que son cœur s'est arrêté de battre et qu'effectivement, elle ne pourra plus la voir.
il faut lui dire la vérité, il faut exprimer aussi ses sentiments devant l'enfant de façon adaptée. On a le droit de dire à un enfant qu'on est triste pour lui et que effectivement c'est grave ce qui se passe et que on va pouvoir l'accompagner et qu'on est là pour répondre à ses questions s'il en a. S'il en a pas, il faut aussi respecter ça. Hein. Chaque enfant a besoin d'avoir son propre temps de deuil, comme n'importe lequel d'entre nous. On est empathique, c'est-à-dire qu'on offre un support émotionnel. On n'est pas dans la sympathie. On ne peut pas pleurer avec l'autre. Ça, c'est ce qui se passe chez l'enfant. Chez l'enfant, il y a de la sympathie, il y a de la cohésion, il y a une douleur partagée familiale. Nous, c'est-à-dire l'enseignant ou le psychologue, est dans l'empathie. Il comprend la souffrance de l'autre, mais ne la partage pas au même niveau. On peut gentiment parfois contredire des conclusions irrationnelles ou pathologiques. C'est ma faute, tu comprends? On s'est énervé, puis d'un coup, il s'est mis à tousser, il est parti à l'hôpital, il est mort. Non. Alors, le coronavirus, c'est un virus, il est très méchant. Il a toussé parce qu'il avait attrapé le coronavirus et c'est un concours de circonstances. Ça s'est passé au même moment, mais tu n'y es pour rien. Voilà. Ou des conclusions parfois un peu irrationnelles. Il est mort parce qu'il avait le diable en lui. Voilà, on revient quand même au virus. On ne nie pas les croyances parce qu'on ne peut pas mettre l'enfant dans un conflit de loyauté entre ce qui lui est appris à la maison et les croyances qui relèvent de la maison et la laïcité de l'école. Par contre, on ramène toujours à quelque chose de factuel et d'actuel. On ne peut pas protéger l'enfant en l'empêchant d'être exposé au deuil parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la mort fait partie de la vie et que le deuil fait partie de la vie d'un enfant. Un enfant qui perd son chien, son cochon d'Inde et son poisson est aussi triste que lorsqu'il va perdre un parent à un certain âge de sa vie parce que c'était une personne importante pour lui dans son entourage. Aider l'enfant à prendre des décisions, c'est lui permettre de ne pas prendre des décisions hâtives. C'est un enfant peut vous dire ah ben moi je veux aller le voir ou non je veux pas aller au cimetière. On prend le temps de réfléchir, on prend le temps de se poser. Il faut respecter le rythme. On peut lui dire écoute on en reparlera plus tard ou de toute façon on va se voir sur un certain rythme pour avancer au fur et à mesure que les questions vont se poser à toi ou que tu vas avoir besoin de me parler de ce qui te préoccupe. Donc l'accompagnement justement du processus de deuil chez l'enfant, on part de là où en est l'enfant. Attention à ne pas banaliser certaines étapes ou à ne pas devancer ses besoins. Il n'y est pas prêt, on l'écoute. Une écoute qui permet l'expression des sentiments ou l'absence d'expression des sentiments. Mais en tout cas, on est présent. Souvent, on a besoin de vaincre un vide, on a besoin de parler, de rassurer. Mais en fait, ce n'est pas vraiment ce dont a besoin l'autre. Le fait d'être présent physiquement, de regarder, de tenir une main, même sans parler, d'être une présence active auprès de l'autre est parfois suffisante dans l'accompagnement d'un processus de deuil. Ne pas décourager les rituels de deuil, effectivement, en ce moment, c'est ce qui pose souci, c'est-à-dire qu'un enfant qui souhaite participer, aller voir un corps, l'embrasser, le toucher, il ne faut pas l'en décourager. Ça veut dire qu'il en a besoin. Il est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, dans la situation actuelle, on est privé de ces rituels de deuil qui font qu'avec le langage que l'on utilise plus que de raison parfois chez nous, nous sommes différents, nous sommes des animaux, mais c'est ce qui nous différencie des autres. Les rituels de deuil vont trouver au jour d'aujourd'hui de nouvelles façons de s'exprimer parce qu'on ne peut pas accompagner le corps comme on le faisait auparavant par rapport à cette crise sanitaire. Il est vrai que sur certains crématoriums, on peut suivre, comme on le fait aujourd'hui malheureusement, en visioconférence, cet accompagnement. Des témoignages se font par groupe WhatsApp entre familles pour trinquer aux défunts, pour rendre un hommage aux défunts, ou sont reportés plus tard dans le temps quand le déconfinement le permettra. Il va falloir accompagner effectivement et inventer de nouveaux rituels de deuil dans ces cas de figure particuliers. On est à l'écoute de façon attentive et mesurée. Ce que je disais, ne pas en dire trop, puisque le langage nous fait humains, mais
parfois nous emporte un peu trop, on ne peut pas faussement rassurer quelqu'un. C'est grave de perdre un être cher, de perdre quelqu'un de proche. On ne peut pas dire c'est pas grave, ça va passer. Non, voilà. Il vaut mieux rien dire dans ces cas-là. Donner une aide tactique. Écoute, voilà, on va se voir demain, après-demain. Prends le temps de réfléchir à ça. Qu'est-ce qui est important pour toi pour accompagner le défunt? Est-ce que tu as envie de faire un dessin, de mettre une photo? Qu'est-ce qui pourrait t'aider, toi? Qu'est-ce que tu as besoin là en ce moment pour pouvoir t'aider et t'accompagner? Aider à organiser aussi un système de support sur qui est-ce que tu peux t'appuyer parce que nous, on n'est pas là tout le temps. Est-ce que tu as un meilleur ami? Est-ce que tu as quelqu'un dans la famille qui est plus emprunt à t'écouter dans tes angoisses et dans ta réflexion? Aider l'enfant à retourner à une vie normale, un enfant qui a besoin de retrouver ses copains ou d'aller au skatepark ou d'aller au cours de danse parce que ça lui permet de un peu s'échapper de cette atmosphère plombante de la maison et puis de se vider la tête et de se faire du bien physiquement pour affronter ce qu'il éprouve ou même d'aller boire un café, enfin ça c'est pour les ados avec une copine, c'est important de respecter ça. Ça n'est pas que l'enfant est dans le déni ou que oulala, il va se passer quelque chose. Non, c'est qu'il a besoin de ça et c'est à respecter. Garder une attitude d'aide pendant un temps approprié, effectivement, on doit accompagner. Et puis, quand on sent que l'enfant a de moins en moins de demandes ou qu'il part, il ne propose pas de revenir la semaine d'après, il faut savoir s'effacer. En fait, on est un tuteur qui va accompagner pendant un temps. Et puis, comme la plante, quand elle n'a plus besoin de tuteur parce qu'elle se sent suffisamment solide, je pense qu'on peut se retirer de la scène. Voilà, j'espère avoir pu vous accompagner sur ces sujets difficiles. Je vous remercie pour votre écoute. Je laisse à présent la place à Patricia Garouste pour les piliers de résilience et je vous retrouve pour les questions. Je vous remercie infiniment. Patricia Garouste, psychologue de l'éducation nationale dans les Bouches-du-Rhône. Et pour ce webinaire, je suis en charge de vous présenter le modèle de résilience Basic PH, qui est issu de notre formation européenne. Le retour en classe, ce retour en classe se présente comme une rentrée inhabituelle qui va demander aux professionnels de mettre en œuvre et d'expliciter de nouvelles règles de comportement et de relations sociales en puisant dans leur capital psychologique individuel et collectif. Appliqué à la crise sanitaire, le modèle Basic PH permet de mettre en évidence des piliers de résilience en ouvrant des questionnements qui libèrent la parole. Donc, vous voyez que le capital psychologique est composé de la dimension de l'auto-efficacité, de l'espoir, de l'optimisme et de cette résilience qui nous permet d'adopter des comportements positifs pour retrouver un état d'équilibre après une situation complexe, difficile ou envahissante. Donc, la résilience, c'est réellement l'art de ressurgir à la vie et aussi de faire ressurgir à la vie, d'aider les autres. C'est un modèle de résilience donc qui est basé sur l'observation à partir de 6 modes de coping, c'est-à-dire les mécanismes d'adaptation. Et en fait, ce modèle est issu d'un modèle qui a été mis en œuvre par Mouli Lahad à partir de l'observation du fonctionnement des personnes, des enfants, et puis d'une revue de questions dans la littérature pour une validation. Il est mis en œuvre en Israël dans les écoles et dans les systèmes de prévention depuis les années 2000. Donc, Basic PH, vous voyez que l'anagramme, en fait, est composé de chaque lettre de cet anagramme a un sens tout à fait spécifique et représente, derrière chaque lettre, il y a une dimension théorique avec des repères d'auteurs qui se situent en arrière-plan de chacune de ces lettres. Donc le B, c'est belief, qui représente la dimension du soi et de l'idéologie. On retrouve les auteurs Frankl et Maslow, et ça correspond à tout ce qui concerne les croyances, les valeurs, ce qui détermine notre dimension de spiritualité. Le A,
concerne les affects et les émotions. Donc, on y retrouve bien sûr Freud, mais aussi Rogers. Ce sont les compétences émotionnelles, les compétences d'ajustement affective, en fait, et l'expression des émotions. Le S du Basic PH, c'est le social. Donc, tous les rôles qu'on joue dans différents systèmes auxquels on appartient, tous les groupes sociaux et les rôles qu'on prend à ce moment-là. Le I, c'est la dimension de l'imagination et toute cette dimension de créativité. En particulier cette dimension symbolique ou les possibilités de transformer en fait ce qui nous arrive en lui donnant par l'imagination et la créativité. Le C, c'est la dimension de la cognition, donc tout ce qui va faire que on active notre capacité à penser, à résoudre un problème, à activer cette voix intérieure qui va nous aider à naviguer de façon consciente dans les dimensions des événements que nous traversons. Et en dernier ressort, le pH concerne la dimension physique, donc c'est tout ce qui concerne les actions et ce qu'on met en œuvre, ce qui est réellement pratique, avec les activités, les jeux, les exercices, tout ce qui va passer par le corps, tout ce qui concerne la relaxation, le fait d'avoir besoin de boire, de manger, de marcher et de s'extraire de la situation pour soulager nos émotions. Donc en fait, si on reprend chacune de ces dimensions, la dimension spirituelle, donc les croyances, les valeurs, l'estime de soi, l'éthique, le sens de la vie, reprend ici, par rapport à cette crise sanitaire, la question du sens. Quel sens donnez-vous vous-même à cette crise sanitaire? Quel sens les enseignants ont-ils donné à cette crise sanitaire? Quel sens les enfants vont-ils donner quand on va les retrouver dans la classe? Et vous voyez que donner du sens aux événements, c'est une façon de supporter et d'accepter, de comprendre les événements. Le modèle Basic PH, la dimension des affects, reprend donc toute cette dimension émotionnelle et des sentiments partagés. Dans ce retour en classe, on va être confronté aux expériences émotionnelles vécues au cours du confinement, aussi bien celles qui concernent les expériences des adultes que celles des enfants. Au niveau de la dimension sociale, donc évidemment, l'être humain est avant tout un animal social, mais quel est l'impact, quel aura été l'impact et quel sera encore l'impact de l'éloignement d'avec les pairs et des gestes de distanciation sociale dans ce retour à l'école. La dimension de l'imagination et de la créativité, donc c'est Jung qui disait l'imagination est la flamme de la vie. Donc, comment utiliser les activités de classe pour faire exprimer les émotions vécues et surtout libérer la parole, en tout cas transformer ces possibles émotions négatives pour en faire quelque chose à partager qui soit beaucoup plus positif. Dans la dimension de cognition, le C du modèle Basic PH, on revient à cette dimension de logique, de prise en compte de la réalité, de l'organisation, de la planification et de la recherche d'informations factuelles. Et on voit bien que la question là, c'est de se questionner sur la mise en œuvre d'une psychoéducation de crise sanitaire et de la promotion de la santé. Parce que dans ce retour à l'école, évidemment que cette question les enseignants vont être confrontés à une dimension nouvelle des apprentissages et c'est là qu'il va falloir certainement les aider à penser cette dimension psychoéducative et de promotion de la santé. Dans le modèle Basic PH, le pH de la physiologie, donc toute cette dimension de sensation, d'action, de relaxation qui passe par le corps, va s'exprimer là au sein de la classe dans des contraintes nouvelles avec cette distanciation sociale, physique à mettre en œuvre, y compris au sein de la classe, dans la cour de récréation.
Et donc, comment vivre cette nouvelle dimension de la collectivité au sein des écoles. Donc là aussi, il va falloir accompagner les enseignants à penser une différence, une organisation nouvelle dans leur organisation de classe. Donc le Basic PH, c'est une approche multimodale et l'empathie traverse la totalité de ce modèle. Et vous voyez que il est essentiel à la fois en traversant le soi, les valeurs, les croyances, les sentiments, les émotions, le rôle que nous tenons dans nos différents groupes sociaux, la dimension de la créativité, de la connaissance et de la logique et de l'activité physique, il est essentiel de repérer les piliers de nos propres piliers de résilience, mais aussi de repérer ceux qui vont favoriser la résilience chez les autres adultes et chez les enfants. Évidemment que la dimension de l'auto-empathie est essentielle parce que le risque dans une crise, c'est d'être submergé par la fatigue compassionnelle. Il est donc essentiel de conserver une bonne conscience de ses propres émotions pour garder une juste distance émotionnelle. Car le télétravail a pu nous éloigner des relations réelles avec les enseignants et évidemment avec les élèves. Et vous allez certainement retrouver des personnes impactées de façon diverse par cette crise. Donc, il est essentiel de conserver ce rapport à soi pour ne pas être submergé par cette rentrée. Donc, comme le rappelait Mélène tout à l'heure, en chinois, le mot crise s'exprime par deux idéogrammes qui représentent à la fois le danger et l'opportunité. Et pour les anthropologues, la crise est vécue comme un rite de passage. Et vous voyez que on a le choix à la fois d'envisager la crise au niveau individuel, au niveau de la communauté ou de la société. On a le choix aussi de regarder cette crise soit comme un moment extrêmement ponctuel, soit comme une période ou de la replacer dans une époque. Donc tout ça dépend du point de vue que l'on adopte. Et vous voyez aussi que ça nous permet de nous questionner sur la place de la psychologie et du psychologue dans notre système actuel et comment est-ce qu'on a vécu, nous, de notre place de professionnel, cette crise sanitaire. Je voudrais en profiter pour dire à quel point la peine a été, pour moi, pendant cette crise, un outil de résilience et de partage. Et je remercie mes collègues au niveau départemental et au niveau national. Et je sais que vous êtes nombreux à partager ce moment. Donc, je vous remercie et je laisse la place à vos questions qui vont être relayées par Laurent Chasselin. Merci beaucoup. Bien, nous voilà revenus donc au direct avec les 4 conférencières qui se sont succédées. Je vais leur demander de bien vouloir me rejoindre sur la scène, car ça doit être possible. Donc, je vais demander à Mélène Descamps de monter sur la scène, ainsi que Véronique Lemezec, Clotilde Kamal et puis Patricia Garouste. Voilà, comme ça, je me sentirai moins seul. Espérons que ça va marcher. Alors, il peut y avoir des problèmes de connexion là sur vos ordinateurs, car il y a en même temps plusieurs personnes qui vont se connecter. Mais j'ai l'impression que les unes et les autres arrivent. Je vais dire qu'il y a eu beaucoup de questions tout au long des conférences. On n'aura malheureusement pas le temps d'aborder toutes les questions qui ont été posées. Sans doute qu'on essaiera en fonction des possibilités des uns et des autres de refaire aussi une autre séance, pourquoi pas, de conférences en ligne qui donnera l'occasion peut-être de répondre davantage à toutes les questions. Je voudrais aussi préciser que sans doute au niveau de notre site internet, vous avez en haut du site internet ce qui s'appelle la foire aux questions, FAQ, qui est en petite couleur verte et qui vous permettra également de poursuivre
ce questionnement, cette conférence en ligne avec possibilité d'interagir les uns et les autres, et où l'AFPEN peut aussi éventuellement en dire quelques mots. Alors, on va commencer tout de suite les questions. On a à peu près 30 minutes pour ce temps-là. On va commencer par Mélène Descamps, puisque c'était notre première conférencière. Plusieurs questions se posent pour Mélène sur cette conférence. Alors, on va essayer de mettre Mélène en avant de la scène, puisque c'est elle qui va ouvrir un petit peu les questions. Alors, Mélène, plusieurs questions ont donc été dites sur cette conférence que vous avez organisée. Sans doute que l'une des questions les plus importantes, c'est peut-être comment répondre aux besoins des enfants dans ce contexte potentiellement traumatique, surtout pour les plus jeunes. C'est vrai qu'il y a des protocoles sanitaires qui semblent très effrayants sur le plan psycho-affectif. Donc, voilà, comment faire, et avec les outils que vous nous avez présentés, comment ça peut nous aider. C'est à vous. Oui, bonjour, merci de ces questions. Effectivement, c'est des questions qu'on se pose tous, parce qu'on s'imagine difficilement comment on va pouvoir répondre aux besoins, surtout des plus jeunes, évidemment, avec tous ces gestes barrières, etc. Donc, bon, je crois que chaque école, chaque établissement, chaque district est en train de… attendez. Alors, c'est le problème du direct, sans doute. Je ne sais pas si on a perdu, vous voyez, notre collègue. Ma connexion Internet qui est pourtant forte d'habitude, désolée. Alors, je disais que effectivement, c'est la grande question, c'est le problème de cette sécurité, et de comment est-ce qu'on peut s'adapter aux besoins des enfants, surtout les plus jeunes, dans ce contexte. Est-ce que ça ne va pas générer, voilà, des effets tout à fait délétères? Effectivement, c'est le danger. Donc, est-ce que le remède sera pire que le mal, c'est-à-dire l'accueil des enfants à l'école? Voilà, il ne faudrait pas que ça ait un effet plus délétère que le maintien des enfants chez eux. Je pense que là, il faut, nous, en tant que psychologues, essayer de se positionner au plus près du terrain, de construire des solutions assez originales, d'avoir tout ça à l'esprit, de partager avec nos collègues. Moi, effectivement, je ne vois pas vraiment comment on va pouvoir faire pour consoler des petites maternelles qui ont besoin de câlins. Ça me paraît vraiment très compliqué. Après, je vois bien que, par exemple, dans les hôpitaux où les enfants sont dans des situations effectivement d'isolation, on va dire sanitaire, parfois très drastiques, on arrive à à construire des choses qui soient quand même opérantes, alors avec beaucoup de gestes d'hygiène, beaucoup de façons de faire, en rassurant. Voilà, il va falloir inventer, peut-être inventer un peu des choses qui sont déjà mises en place dans certains hôpitaux, dans certains endroits. C'est effectivement dommage. Voilà, moi je sais que dans mon district, par exemple, c'est limité à 5 élèves par classe de maternelle pour faire en sorte que ce soit possible et de limiter surtout le temps. Mais là, c'est un dialogue qu'il faut engager avec tous et être nous en position justement voilà, d'intervenir à ce niveau-là, de rappeler les besoins, etc. D'ailleurs, je voulais parler rapidement parce que j'ai vu que certains se posaient des questions sur pourquoi j'ai utilisé l'image de la pyramide de Maslow. Pour deux raisons. La première, c'est que tout le monde sait très bien ce que c'est, tout le monde l'évoque, tout le monde peut dessiner cette pyramide. Et que là, effectivement, Maslow a été mal interprété, donc effectivement, c'est pas quelque chose de scientifique. Lui, ça a été publié pendant la guerre, et effectivement, les besoins étaient différents, et on parle là, vraiment, c'est une hiérarchie des besoins, et effectivement, il y a des chercheurs actuellement qui sont en train de dire que c'est une lecture qui peut faire sens en ce moment de crise sanitaire qui nous affecte tous, et elle a surtout le mérite d'être très, très facile à imaginer, et de mettre au premier plan les besoins physiologiques, les besoins de sécurité, le besoin de sécurité qui est en ce moment un de nos gros enjeux. Voilà. Bien, merci beaucoup Mélène. Peut-être Véronique pourrait rebondir sur une question
Des questions sur les groupes de soutien, très rapidement, hein, Oui. parce qu'il y a beaucoup de questions techniques. Oui, je voulais dire aussi qu'il y aura toutes les ressources et tout sur notre site, hein, bien sûr, pour toutes les questions que vous pourrez vous poser. Les groupes de soutien, effectivement, c'est si c'est possible, 2 psychologues, c'est mieux. Bon, avec un autre adulte, on peut aussi se combiner, hein. Quand on est tout seul, eh ben, on fait comme on peut, on n'est pas obligé de le faire. Bien sûr, il ne faut pas le faire septembre, ça sera un peu tard. C'est vraiment quelque chose dans l'accueil de ceux qui auraient envie de partager certaines choses. Ça peut être des groupes d'enseignants, ça peut être des groupes de besoins que vous allez repérer avec ces cercles de vulnérabilité, les outils que vous a présentés également Véronique. Voilà. Et effectivement, il y a des documents ressources. Le gouvernement vient de sortir un document pour les enseignants, comment faciliter les groupes de parole, qui est très bien fait, qui respecte les règles. Il suffit, on va le mettre sur le site si vous ne l'avez pas déjà, et comme ça vous aurez quelque chose à proposer. Merci. Merci beaucoup Mélène. On va essayer de respecter finalement l'ordre des passages. Donc, je crois que c'était Véronique. Ensuite, Véronique Lemezec, qui va peut-être rebondir sur la question aussi de comment peut-on répondre aux besoins finalement dans ce contexte-là, et quand on est au télétravail, comment on peut répondre à tous ces besoins qui ne vont pas de soi dans ce contexte-là. Voilà, j'essayais de remettre le micro. Donc, de m'adapter aussi à ce contexte particulier qui n'est pas notre contexte habituel. C'est ce que nous avons tous à faire, tout à faire actuellement, effectivement. Mais d'une certaine façon, c'est toujours l'exercice professionnel du psychologue qu'il a à faire à chaque fois, c'est-à-dire à se bâtir son cadre d'intervention le plus adapté possible au terrain sur lequel il exerce. Donc, nous avons pour ce cadre-là, qui est dans un contexte très original, hein, que nous n'avons jamais connu, de nombreuses ressources. Nous vous en avons présenté un certain nombre, vous en avez sûrement d'autres. Il s'agit aussi de s'appuyer bien sûr sur nos textes de référence, les missions des psychologues qui sont très variées, et les textes qui concernent le contexte actuel des précautions sanitaires à prendre en compte quand vous posez des questions effectivement sur comment circuler d'une école à l'autre. Quand on est aussi en télétravail, comment pouvoir accompagner les équipes. Eh bien, nous avons mis tous en place des façons de travailler pendant ce confinement. C'est déjà des points d'appui pour nous, puisqu'il y a aussi la façon dont nous avons travaillé avant le confinement, pendant le confinement, et qui a un lien avec la façon dont nous allons pouvoir travailler après. Donc, effectivement, il y a des consignes suivant les départements, les psychologues comme les personnels qui circulent d'un lieu à l'autre peuvent être des vecteurs de déplacement du virus. Donc, il y a à réfléchir sur les conditions sanitaires suffisamment bonnes à pouvoir respecter, que ce soit sur les écoles où nous irions potentiellement, mais aussi sur nos écoles de rattachement, dans nos bureaux. Est-ce que nous pouvons nous recevoir des enfants, des familles? Il y a aussi des démarches à faire du côté des mairies. Donc, il y a là aussi à se bâtir un cadre suffisamment sécurisant pour notre exercice professionnel et pour aussi l'accueil des personnes avec lesquelles nous travaillons. D'une certaine façon, rien de neuf là-dedans. C'est peut-être un peu provocateur, mais nous avons des ressources pour pouvoir répondre. De la même façon, c'est toujours le travail en équipe, et encore plus quand nous sommes en situation de crise, qui est important. Donc, des collègues, dans les questions, évoquaient le fait d'être seuls sur leur terrain, éloignés dans un secteur rural. Effectivement, là, il est important, comme toujours, de se bâtir une capacité à travailler à plusieurs, même si c'est à distance, au moins dans la réflexion, donc avec se trouver des pairs professionnels, PAIRS, avec lesquels échanger, avec lesquels réfléchir. L'association permet aussi ce soutien et ce travail-là, comme ce que nous sommes en train de faire en ce moment. Et puis, avec le psychologue du second degré, avec les autres professionnels qui interviennent sur le terrain, afin d'avoir aussi une forme de pluridisciplinarité. Et comme toujours, le psychologue qui est au plus près au cas par cas, en ce qui concerne la singularité des personnes avec lesquelles il travaille, eh bien là, nous serons aussi au cas par cas avec les écoles avec lesquelles nous travaillons, sachant que chaque école, effectivement, va pouvoir pouvoir répondre suivant les moyens
dont il dispose, suivant son organisation, la façon dont il est impacté, eh bien, le travail aussi avec ces écoles-là sera différencié d'une école à l'autre, probablement sur notre terrain. Donc, pour ce faire, nous avons le téléphone pour nous renseigner, pour échanger avec les équipes. Nous avons les différents moyens qui ont été mis en place pendant justement ce confinement, que nous pouvons toujours utiliser. Et puis, effectivement, au fur et à mesure, nous ferons évoluer nos pratiques. Voilà. Et puis, il y a aussi toutes les ressources. Donc, moi, je vous invite, vous pouvez revisionner ce que nous vous proposons, mais nous avons aussi dans la revue donc, de nombreuses ressources, dont un numéro sur les interventions en situation de drame. Vous avez différents ouvrages. Drame en milieu scolaire a été évoqué, coécrit par Jean-Luc Pilet, Catherine Guillard, Agnès Aubringer et Daniel Brice, qui s'appuie sur les apports de l'ESPCT que nous avons cités. Hein. Et puis, vous avez d'autres ouvrages que vous avez sûrement dans vos bibliothèques. Voilà. Merci Véronique Lemezec pour ces quelques réponses aux nombreuses questions qui se posent forcément dans ce moment un peu inconnu pour nous tous, mais en même temps, quand même, on a des ressources comme vous l'avez déployé. Alors, on va maintenant poser quelques questions à Clotilde Kamal, notre troisième conférencière. Il y a eu des questions sur les informations préoccupantes, questions sur le deuil. Alors, peut-être une question qui est souvent revenue sur les informations préoccupantes, c'était est-ce qu'il faut toujours systématiquement informer la famille ou pas? Et ne pas informer la famille, comment on peut travailler après avec elle? Une question souvent qui nous est posée. Allez, nous écoutons. Bien, effectivement, c'est difficile de présenter ça en 10 minutes. Ce que je voulais dire, c'est que pour le signalement, on n'informe pas la famille puisqu'il y a un danger imminent pour l'enfant. Dans l'information préoccupante, dans 90% des cas, on informe la famille puisqu'il nous faut travailler avec. Parfois, il y a une demande d'enquête sociale parce qu'il n'y a pas de danger imminent pour l'enfant, mais les enseignants ont peur de représailles de la part d'un des deux parents ou ont peur de représailles sur l'enfant. Ça peut être écrit sur l'IP. Je n'ai pas prévenu, parce que là, par contre, sur l'IP, vous devez justifier pourquoi vous ne prévenez pas la famille. Je n'ai pas prévenu la famille parce que, et vous détaillez, ou on n'a pas prévenu la famille parce que, et vous détaillez. Donc ça, c'est pas un souci. Pour les supports, évidemment, soit on est en co-action avec les enseignants pour parler du deuil, pour parler de la maltraitance, etc. Mais on ne peut pas être dans toutes les classes avec tous les enseignants, donc on ira auprès des personnels les plus fragiles, hein, ceux qui se sentent le moins à l'aise avec ce genre de sujet. Par contre, pour libérer la parole de l'enfant, il peut y avoir des portraits chinois. Il y a l'IREPS aussi de Bretagne qui a écrit « Reprendre la classe après le confinement ». Je vous montre, parce que je l'ai imprimé, avec une petite histoire à l'attention des maternelles sur Robin est confiné à la maison et s'ensuit à chaque page de l'histoire, c'est un livre gratuit, des questions que l'enseignant peut poser au groupe classe pour libérer la parole. Pareil, hein, du CP à la 6e, c'est mon héroïne, c'est toi. Donc, il y a des questions pour faire parler de ses émotions. Au niveau de la maternelle, on peut faire un blason aussi, un peu comme un chevalier avec qu'est-ce que j'ai aimé pendant le confinement, qu'est-ce que j'ai pas aimé avec des petits bonhommes ou des petits mots. Ou pour les élémentaires, vous pouvez également le faire avec une maison, donc de la cheminée, c'est ma fille qui a eu ça par son maître, de la cheminée, qu'est-ce qui m'a manqué, quelles pièces j'ai investies, quelles ont été les émotions positives et négatives, des choses comme ça. Et après, pour travailler sur le deuil, vous avez des choses que vous pouvez donner aux enseignants. Là, je vous donne des choses que vous pouvez donner aux enseignants, hein, pas des supports pour les psychologues, évidemment. Parce que… Donc, vous avez ça. Ça s'appelle « 100 histoires du soir ». C'est un tout petit livre, pas cher chez Cultura. Et vous avez beaucoup de textes qui sont cités, notamment sur les différentes phases du deuil. Comment aborder la mort avec l'enfant, comment aborder les disputes à la maison, des choses comme ça, avec des questions pour faire libérer la parole de l'enfant. À la fin de nos PowerPoint, vous aurez à chaque fois une bibliographie et une cytographie, donc ne vous inquiétez pas. Tout ce qui vous est montré là, vous le retrouverez. Je vous remercie pour votre attention.
Bien, merci beaucoup Clotilde Kamal. Ensuite, eh bien, notre dernière conférencière, Patricia Garouste. De nombreuses questions ont été également posées. Beaucoup de questions ont été posées sur la question de l'examen psychologique de l'enfant, comment le réaliser, quelles sont avec les protections sanitaires, qu'est-ce qu'il en est, comment faire. Peut-être commencer par cette question-là et puis après, je vais vous laisser libre de répondre aux questions que vous avez pêchées. Merci. Alors, je voulais avant toute chose rappeler que l'objectif de cette reprise pour les psychologues, c'est avant toute chose d'accompagner les équipes pour remettre en perspective le sens que tout cela a et les conditions d'accueil, accompagner les enseignants pour qu'ils puissent eux-mêmes au mieux accompagner les enfants et donner des perspectives d'activité pour faire émerger la parole, faire exprimer les émotions traversées, etc. Donc Clotilde vient de vous donner quelques documents ressources. L'AFPEN mettra sans aucun doute en lien sur son site des documents qui ont été préparés, et je les en remercie, par des collègues, à la fois des collègues de Marseille et de l'AFPEN 13, et à la fois des collègues du côté de Montpellier, qui ont fait un travail remarquable de synthèse et de ressources à donner aux enseignants. Parce que sur cette dimension du modèle Basic PH, vous avez vu qu'on peut utiliser les 6 piliers de résilience, donc en tout cas les solliciter chez l'ensemble des enfants, et de repérer quelles sont les activités qu'on peut mettre en place dans les classes, parce que comme le disait, il y a eu des remarques sur le chat qui disaient mais on ne peut pas passer dans toutes les écoles et dans toutes les classes pour faire ce travail d'accompagnement des équipes. Donc c'est très important que ce travail d'accompagnement des équipes et que ces documents ressources soient fournis en amont. Ça répond aussi à la question comment faire quand on est éloigné ou sur un secteur rural, où effectivement l'accompagnement peut continuer à se faire à distance. Par rapport à notre cadre de travail, donc vous restez libre de votre fonctionnement, bien sûr, avec le fonctionnement et le choix de vos outils, bien sûr. Si vous estimez que vous n'êtes pas en mesure de travailler dans les classes ou dans votre bureau pour X et X raisons, ou que vous ne voulez pas passer d'une école à une autre parce que vous ne voulez pas vous-même prendre le risque d'être vecteur de transmission, etc., etc. C'est quelque chose qui est à discuter avec les directeurs de votre secteur, avec votre inspecteur, en pluriprofessionnalité et en partenariat. Il y a quelqu'un qui a fait cette remarque sur le chat par rapport aux médecins scolaires, en disant pourquoi soumettre des protocoles sanitaires aux médecins. Il n'est pas question de leur soumettre des protocoles sanitaires, il est question de travailler en partenariat avec eux pour être, non pas pour valider, mais pour, voilà, en toute simplicité et en toute collaboration. Voilà, ça, je voulais aussi intervenir sur le fait que cette rentrée, elle est tout à fait particulière et l'école ne sera plus jamais la même école qu'avant, c'est-à-dire qu'avec cette crise sanitaire qui est une crise majeure et qui touche tout le monde, y compris nous, hein, les psys dans le système, on est à la fois observateurs, acteurs, sujets, etc. La question des nouveaux apprentissages se pose, c'est-à-dire de cette transversalité dont je parlais tout à l'heure sur le modèle Basic PH, des apprentissages qui relèvent de l'empathie, du lien, des compétences psychosociales, de la promotion de la santé, que tous ces protocoles que les enseignants vont devoir mettre en place et que les enfants vont d'une certaine façon subir, entre guillemets, et que ce soit maintenant à la rentrée de mai ou que ce soit plus tard à la rentrée de septembre, puisqu'il y a dans nos secteurs des écoles qui ne rouvriront certainement pas avant septembre. Dans tous les cas, cette dimension des nouveaux apprentissages et du sens qu'on donne à cette situation-là
et au fait que ces gestes barrières que nous sommes tous tenus de respecter, eh bien, effectivement, il faut les expliquer. Ça fait partie de cette psychoéducation et de cette promotion de la santé prise comme, voilà, on conserve le bien-être et la bonne santé. Il me reste une petite minute, Patricia Garou. Voilà. Par rapport à la passation du whisky, je pense que si certaines familles insistent pour que vous passiez des whisks, ce qui est le cas pour moi aussi, hein, il y a une famille qui va déménager avec laquelle j'ai accepté une passation de whisky. Donc, respect des gestes barrières, vous portez le masque, vous laissez manipuler l'enfant. Avant ça, l'enfant doit s'être lavé les mains ou utiliser du gel hydroalcoolique, voilà, avant de rentrer, au moment de la récréation, après le retour de la récréation. Et puis, votre matériel, vous le laissez reposer pendant 24 heures avant de le réutiliser avec un autre enfant. Et vous exigez de la même façon le nettoyage de vos locaux comme les autres locaux de classe. Et je pense qu'il ne faut pas non plus trop s'inquiéter par rapport à ces situations. Mais bien sûr que les passations de whisky ne sont pas du tout dans nos priorités de reprise. Voilà, merci beaucoup pour vos questions et pour votre présence ici cet après-midi. Bien, merci beaucoup. Ça va être le temps de conclure. On n'a pas répondu à toutes les questions qui se posaient. L'objectif était de pouvoir avoir aussi ce temps d'échange entre nous. Donc, merci bien sûr à toutes les conférencières. Il nous reste 3-4 minutes ici. Je vais donc, j'ai vu aussi passer sur le deuil des références, bien entendu, de Madame Baquet et de Monsieur Anus, hein, qui sont aussi des références importantes. Bon, on aurait beaucoup de choses à dire. On va terminer. Donc, je voulais d'abord dire un petit mot, d'abord un grand remerciement aux 4 conférencières qui ont bien voulu partager leurs ressources et leurs réflexions. Un très grand merci, car elles ont investi avec d'autres membres du CA aussi, à qui je veux bien entendu avoir de la reconnaissance, hein, parce qu'il y a aussi du monde qui a travaillé que vous n'avez pas vu ici sur scène, qui ont énormément investi beaucoup d'énergie dans ces dernières journées. Et vraiment, je pense qu'on peut tout à fait les remercier. En tout cas, je le fais vraiment en tant que président de l'AFPEN. Je disais aussi en préambule que notre association n'a pas de position théorique qu'elle aurait à privilégier. Nous sommes d'ailleurs souvent, nous, nourris de diverses positions théoriques, de diverses approches. L'AFPEN a en revanche un axe important, c'est le code de déontologie. Et en particulier une certaine éthique du respect du sujet dans sa dimension psychique, voire intrapsychique, et tout en prenant en compte son environnement. Vous avez remarqué que notre profession est de nombreuses fois citée dans la circulaire là, de rentrée qui est sortie le 4 mai, et dans des documents qui émanent de la DGESCO ces derniers jours. Alors, je crois qu'il faut y voir enfin un début de notre reconnaissance au sein du ministère. L'AFPEN et les autres organisations, bien sûr, n'y sont pas pour rien. Usons de ces mentions dans ces textes institutionnels pour non pas suivre à la lettre ce qui est indiqué. Il ne s'agit pas de faire des groupes de parole, situation de crise dans toutes les classes, c'est pas ça du tout. Il y a des propositions, il y a des pistes dans ces textes, il y a des indications, mais profitons-en pour être reconnus et occuper des places dans l'analyse et la mise en place de dispositifs que nous pensons justes, nous, en tant que psychologues d'éducation nationale. Et j'espère ne pas être trop optimiste en pensant cela. Comme nos conférencières nous l'ont dit et comme on l'entend tous les jours, la situation qui se présente à nous est complexe. Nous allons retrouver des enseignants qui sont parfois épuisés, inquiets, heureux aussi de retrouver leurs élèves, des familles parfois légitimement inquiètes également, et des enfants ou des jeunes ayant vécu 2 mois de confinement dans des conditions très variées. Nous espérons que ce webinaire aura nourri votre propre positionnement, parce que c'est vraiment ce que nous souhaitons, pour ce retour que vous allez pouvoir bricoler, inventer de nouvelles pratiques, ajuster en équipe, c'est important, vos propres interventions. Tout comme les enfants et les enseignants, les psychologues ont des capacités d'adaptation. Donc, prenons le temps de recul nécessaire
Prenez le temps par rapport aux sources, aux documents qu'on vous a donnés aujourd'hui. Il faut prendre le temps de les apprivoiser. Voilà. Les documents sont bien entendu disponibles et le replay sera sur le site de l'AFPEN. Assurons sur nos territoires une présence et une écoute, qu'elles soient en présentiel ou par d'autres moyens, parce que bien entendu, on ne va pas pouvoir se multiplier. Mais faisons de ce temps un vrai temps d'accueil pour les adultes et pour les enfants. Il faut éviter et le retour au tout pédagogique, mais aussi, bien entendu, éviter la surdramatisation. Donc, prenons le temps ensemble, c'est ce que nous avons fait avec ce webinaire. Prenons et donnons au front le temps aussi, malgré parfois des demandes institutionnelles, autorisons les enseignants à prendre le temps de l'accueil. N'hésitons pas à échanger avec les collègues, ça c'est un actif vraiment très important, ça a été dit par l'ensemble des conférencières. N'hésitez pas bien entendu de nous faire un retour. Vous devez voir qu'il y a un petit, sur la droite de votre écran, il y a chat, questions, il y a sondage. Il y a des sondages qui ont été publiés, donc vous pouvez y répondre. Ce qui serait important pour nous de voir un peu, il y a quelques sondages qui ont été proposés. Donc n'hésitez pas à répondre avant de quitter ici le webinaire. Vous pouvez bien entendu aller sur le site de l'AFPEN, adhérer à notre association, bien entendu, parce que l'AFPEN soutient, hein, comme aujourd'hui. Je voulais aussi dire que nous avions eu une réunion il n'y a pas longtemps avec la DGESCO, un point avec la DGESCO, et donc les problèmes sanitaires, et notamment en particulier au niveau de la maternelle, c'est des choses que nous avons évoquées, bien entendu, au sein de la DGESCO. J'espère que nous aurons l'occasion d'autres échanges, d'autres webinaires ainsi, et peut-être pendant le temps du mois de mai, en fonction de ce qui va arriver, parce qu'il y a plein de choses qui vont se produire pendant la semaine qui est à venir. Donc, on essaiera dans les 15 jours peut-être, ou 3 semaines, de proposer un autre échange. Je vais vous présenter un petit… alors, je vais demander à mes collègues de bien vouloir éventuellement quitter la scène. Je les en remercie. Je les remercie beaucoup et je vais terminer par une toute petite… essayer de partager mon écran, si c'est quelque chose qui est possible, activer le partage d'écran. Voilà, parce que vous savez la technique, la bienveillance pour nous, c'est important. Voilà. Je voulais vous présenter effectivement le livre qui vous a été présenté par Véronique Lemezec, hein, dans notre psychologie éducation. C'est une revue donc où il y a plusieurs intervenants, comme vous le voyez ici sur la gauche. Voilà, je vous souhaite un très bon courage à tous et à toutes. Et selon la parole qui est très souvent répandue en ce moment, écrite ou entendue, mais qui est plein de sens pour nous, c'est prenons soin de nous, prenez soin de vous. C'est une parole importante à entendre si on veut être bien disponible, bien entendu, pour autrui. Merci de nous avoir suivis. Encore merci. Et puis, écoutez, je vais laisser quelques petits moments ici. Encore quelques minutes si vous voulez échanger par chat. Et puis, on se donne rendez-vous peut-être dans 15 jours. Allez sur le site de l'AFPEN. Comme je vous l'ai dit, il y a aussi une possibilité d'avoir la foire aux questions. Et puis, nous aurons le replay de cette conférence entière dans quelques jours sur le site. Merci à vous. À bientôt.